Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça a l'air que moi j'ai une caméra juste là, fait que vous allez me voir regarder là de temps en temps pour qu'on voit que j'ai pris la peine de tout me mettre belle aujourd'hui. Nadia Serayoko, je suis doctorante en recherche création et chargée de cours à l'UQAM et je vous présente aujourd'hui les gens qui vont discuter avec nous de métavers. Là, je regarde tout de suite dans la salle, voir métavers. Oui, OK. Or donc, avec nous, on a Catherine Mathis, qui est ex-directrice de la veille au Fonds canadien des médias. C'est-tu Fonds des médias du Canada? Je l'ai-tu comme Fonds des médias du Canada. Parfait. Ça fait juste 10 fois à peu près que je le dis comme ça. Et le ministre se trompe, donc tu peux. OK, c'est bon. J'ai le droit. Merci beaucoup, Catherine. On se connaît un peu. Hein, ça fait un bout qu'on se fréquente sur différentes tables rondes. Catherine est aussi, cette année, professeure invitée à l'UQAM dans le programme, justement, de stratégie de production culturelle. Fait qu'elle aura le bonheur d'initier peut-être des jeunes gens à l'arrière-scène, justement. J'y compte bien. Oh oui, je suis certaine que... je vais... Est-ce qu'on se tutoie, groupe, ou on se... Je pense qu'on va se tutoyer. Hein? On a tellement partagé avant de faire cette table ronde-là. Il y a aussi, à côté, Yannick Follat, au centre, qui est cofondateur de Zero X Society. Il se spécialise dans quelque chose de particulier, hein, justement les œuvres d'art NFT, tout ce qui touche justement donc la crypto-monnaie, etc. C'est particulier, j'ai hâte que vous nous en parliez un peu plus parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça va être un peu nouveau de voir qu'on puisse organiser cette pratique-là, justement, des NFT. On a aussi avec nous Samuel Arsenault-Brassard, bonjour, qui est commissaire d'exposition, alors en XR, donc Extended en Reality. Il est aussi artiste et commissaire d'exposition pour Éléphant et pour la Galerie Armure que vous aurez vu sûrement ici, hein, qui est très bien représentée là, dans l'exposition. Bienvenue, bonjour. Merci. Merci. Écoutez, maintenant, est-ce que vous avez déjà... Je commence... Ça fait longtemps que je n'ai pas animé en vrai, hein? Savez-vous ça? J'ai animé plein d'affaires en Zoom, mais là, en vrai, là, en vous regardant comme ça, c'est particulier. Donc, j'ai envie qu'on commence en se parlant, justement, on parle du métavers. Les gens voient, par exemple, je suis persuadée que tout le monde ici a vu une vidéo de Mark Zuckerberg en comic strip, comment dire, dans le métavers, mais on pèse rarement toutes les dimensions, puis ce que ça inclut et ce que ça inclura prochainement. Je rappelle quand même, si vous vous demandez terme métavers, d'où ça vient, mais comme beaucoup de termes hein, qui sont présentement utilisés dans les milieux de la technologie, souvent ça vient de la fiction, de la science-fiction. Dans ce cas-ci, hein, c'était un terme de Neil Stephenson qui l'avait utilisé. Il a même fait, hein, il a créé littéralement le mot avatar et le mot métavers, qui avait choisi hein, en se disant, ben il y a de la réalité virtuelle, il y aura sûrement quelque chose de plus. C'est pas adéquat, donc il faut arriver justement à créer quelque chose qui va être un univers à l'intérieur de celui qu'on connaît. Donc, le terme est ainsi né et, voyez-vous, hein, plusieurs décennies plus tard, on l'utilise encore. Je vous donne une petite définition avant de passer à vous. C'est Matthew Ball, et certains d'entre vous l'ont remarqué, cette définition-là, qui dit que c'est un gigantesque réseau, quand on parle du métavers, interopérable de mondes virtuels affiché en 3D en temps réel, là, comme on essaie de prendre ça avec nous, qui peut être vécu de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d'utilisateurs avec une sensation de présence individuelle. Donc, vous êtes là, vous avez un corps, vous bougez dans cet univers-là, et une continuité de données. Il fallait qu'il y ait des données là-dedans. Hein? Je sais pas, il faut toujours qu'il y ait des données partout. Donc, une continuité de données comme l'identité, l'histoire, les droits, les objets, mais aussi la communication et les paiements. Fait que là, on rentre, hein, tout d'un coup, là, on voit les niveaux de complexité qui vont aller ici. Avec nos spécialistes aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on redéfinisse un peu ce qu'est le métavers dans je dirais, ses utilisations courantes actuelles. Or, est-ce qu'on peut, par exemple, nous parler de ce que c'est. Vous avez sûrement entendu parler de la réalité virtuelle, la VR, de la réalité augmentée, la réalité. Est-ce qu'on dit étendue, Samuel, en français déjà? On le dit pas. On dit XR. La réalité mixte aussi. En réalité mixte aussi, ben oui, parce qu'on cherche toujours un peu hein, comment traduire tout ça. Donc, je commencerai avec Catherine, qui nous a fait quelques belles démonstrations pendant la pandémie de son usage, n'est-ce pas, de ces nouveaux univers-là grâce aux activités qu'elle menait au FMC.
Ben, merci, Nadia. Oui. Enchantée, messieurs. Et bravo à vous tous de vous être déplacés pour un panel qui contient ce mot. Parce que c'est un mot qui fait peur. On en entend beaucoup parler. Oui. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et des fois, quand on ne connaît pas quelque chose, on reste un petit peu plus loin. Donc, effectivement, la définition que tu as donnée est valable, bien sûr. Mais je dirais juste pour synthétiser le tout, là, Ouais. faut juste essayer de s'imaginer un espace comme peut être le web. Par exemple, donc un espace dans lequel on communique, dans lequel on travaille, dans lequel on se divertit, dans lequel on apprend, et de se l'imaginer dans un environnement 3D. Alors là-dessus, vous devez superposer une espèce d'effet de présence. Et je dirais que c'est vraiment ça qui distingue, en fait, le métavers du 2D, c'est on sent vraiment, réellement quelque chose ensemble maintenant. Vous sentez ma présence, probablement beaucoup plus que ceux qui nous regardent via Facebook, on les salue d'ailleurs. Mais donc, il y a un effet supplémentaire. Et cet effet de présence-là, il n'est pas étranger justement au sujet d'aujourd'hui, donc à l'intérêt de l'art visuel dans cet espace qui est le métavers. Et si on veut amener une progression, on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'XR, parce qu'on ne veut pas là, briser le flux ici. Catherine et Yannick, puis possiblement Samuel aussi, comment chacune de ces couches-là, vous les décririez? Parce qu'elles sont progressivement là, amenées. Hein, les citoyens ont commencé à tester des lunettes, ont testé de la réalité augmentée. Réalité augmentée, on aime toujours dire, vous l'avez peut-être testé si vous ou vos enfants avez joué à Pokémon Go. Moi, j'ai pas d'enfant, puis j'ai joué à Pokémon Go. Bon, enfin... Hein, on fait ce qu'on... C'est dit publiquement. C'est dit publiquement. J'ai attrapé des Pokémon dans le métro de Longueuil. Mais, bon, yes, hein, on fait ça. Fait que si vous voulez peut-être nous amener les définitions de ces termes-là pour que les gens le situent, parce qu'il y a vraiment... Hein, quand je dis une progression, c'est qu'on va, un peu par étapes, être amené de plus en plus à pénétrer cet univers-là que Catherine vient de nous décrire. Oui, bien sûr, je peux prendre... je peux m'essayer sur ça. Donc... définition rapide, puis après ça, un petit annexe par rapport au rôle de la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans un metaverse, un métavers, je m'excuse. Donc, la réalité virtuelle va nous transposer dans un monde 3D qui est complètement différent du nôtre. Donc, on va mettre un casque, par exemple, qui va nous présenter un nouvel univers 3D dans lequel on ne verra pas l'environnement autour de nous. La réalité augmentée, elle, va amener des éléments numériques, des éléments 3D sur, si on veut, notre réalité actuelle, notre réalité physique. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, des éléments numériques sur la table à côté de moi ou pouvoir placer un meuble dans la pièce ici. Maintenant, par rapport à la définition du métavers, c'est important de comprendre que le métavers n'est pas seulement réalité virtuelle, n'est pas réellement uniquement réalité augmentée. Ce sont des façons d'y accéder. Le métavers, c'est essentiellement un autre univers, un univers numérique qui est en parallèle avec notre univers physique. La seule différence avec, par exemple, l'Internet, c'est justement cet aspect-là 3D, cette persistance de qui on est à travers les applications, à travers les portails qu'on utilise. Également aussi la transposabilité, l'interopérabilité de notre identité. Sur Facebook, par exemple, on a notre identité Facebook. Si on veut utiliser Twitter, notre identité est maintenant différente. On repart de zéro. Même chose avec un jeu vidéo, par exemple. Les actions qu'on va faire dans un jeu vont être, si on veut, limitées à cet univers-là, à cette planète-là, à ce jeu-là. Et si on commence à jouer à un autre jeu, on devra repartir de nouveau en tant que nouvel individu. Le métavers crée cette interconnexion-là d'expérience numérique et d'expérience 3D. En fait, c'est ça le souhait. C'est ça le rêve. C'est la promesse. Oui. Mais on n'y est pas encore. C'est ça, cette Nous vivons d'espoir. Cette continuité-là qu'on souhaite. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait, quand j'ai pris la définition, là, un peu, je dirais, fourre-tout, hein, qui a essayé de ramener ça très vite, on parlait aussi des monnaies qui allaient être utilisées. Et présentement, chaque plateforme, qu'on pense à Roblox, Decentraland, etc., utilise des crypto-monnaies, ont parfois même leur monnaie, pour pouvoir faciliter les transactions. Fait que déjà, on voit là, ce que vous disiez, là, que ce ne serait pas nécessairement facile, Catherine, les silos un petit peu, là, parce qu'on a déjà une non-interopérabilité dans les monnaies utilisées. Je vous laisse. Est-ce que, Samuel, quand vous voulez intervenir, là, gênez-vous pas, là, je vous vois réfléchir. Si tu veux, je là. peux y aller.
OK, super. Donc, on a déjà cette notion de paiement avec des monnaies qui sont propres seulement à une plateforme. Je réutilise l'exemple de jeux vidéo parce que c'est un peu le point d'entrée vers l'univers métavers. Où on va avoir des systèmes de points, des systèmes de crédit, des monnaies propres seulement à cette plateforme-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'interconnexion, on n'a pas une façon de se parler en termes de monnaie commune entre ces plateformes, entre ces jeux, entre ces sites web. Il y a deux façons de voir, si on veut, le métavers. Il y a le métavers fermé et le métavers ouvert, qui est, si on veut, le modèle idéal du métavers. Dans un modèle fermé, on parle du métavers de Meta, de Facebook. On parle du métavers de Epic. On parle du métavers de Disney, qui va sortir éventuellement. Oui. Qui n'ont Toutes pas... des entreprises privées Exactement. qui déploient des métavers privés. Exactement. Mais Eux n'ont clairement. pas cette façon-là de communiquer en termes de standards de monnaie. De l'autre côté, on a des plateformes qui sont basées, eux, sur les blockchains, qui utilisent des crypto-monnaies, qui, eux, ont ce même standard, une monnaie commune, une façon de communiquer, peu importe la plateforme. Donc, ça va être un enjeu important. Si on veut, la façon de transiger dans le métavers va dépendre beaucoup de la technologie utilisée. Oui, parce qu'il y a déjà des achats qui se font. Vous avez probablement vu, les gens dans le public, même certains objets, des NFT qui ont fait les manchettes parce qu'on pouvait les acheter dans le métavers. Je pense à des objets produits entre autres par Coca-Cola, des petites vestes, etc., qu'on peut utiliser. Je suis tellement dans ces affaires-là, mais quand c'est cute, j'y vais tout de suite. Donc, on voit déjà, et souvent, si vous avez quelqu'un de 14 ans autour de vous, ils vont déjà probablement vous demander des crédits pour aller acheter ce type d'objet-là. Samuel, quand on parle de ça, c'est quelque chose qui a retenu votre attention quand je vous ai initialement posé ce type de questions-là, parce qu'il y a effectivement déjà des terrains qui sont achetables, il y a des entreprises qui sont sur certaines plateformes en train de, justement, établir, si on veut, je dirais leur emprise, littéralement. Là, Gap est là, il y a plein de business comme ça, qui sont en train de faire affaire avec souvent des très jeunes, d'ailleurs, j'irai pas trop loin là-dedans, des fois de très jeunes utilisateurs, pour justement commencer à les familiariser avec la marque à travers ces plateformes de jeux-là. Oui, bien, peut-être j'aimerais retourner en arrière avec la Vas-y, question tout à fait. de l'association du métavers et des monnaies, NFT, etc. Donc, premièrement, un point, c'est que une des plus proches de la chose, c'est, mettons, si tu achètes un NFT 3D ou 2D ou Oui. quoi que ce soit, il va te suivre dans les plateformes. C'est que ça, on peut peut-être penser plus à ça en termes d'art. L'autre chose aussi, c'est que le monde... Moi, tu pensais à ça en termes d'art, comme la veste, justement, ou la sacoche. Oui, tu sais, quand on parle, ton signée. avatar te Ouais. suit, ben, c'est peut-être moins relié avec un collectionneur va peut-être... D'accord. Ça va être moins important. Tandis que de dire, oui, tu as acheté 1000 pièces là-dessus, bon, ben, quand tu t'en vas dans ta maison Meta, ben, tes pièces te suivent, tu les as pas perdues. Puis si la compagnie là, fait banqueroute, ben, tes pièces, ils vivent encore sur la chaîne crypto, etc. D'accord. Donc, juste le lien avec l'art. Mais l'autre chose, c'est que le monde, tu sais, quand on dit métaverse, on peut dire tout simplement soit l'Internet spécialisé ou l'Internet social spécialisé. Donc, ça existe. Il y a eu comme une vague capitaliste dans les dernières années avec la folie NFT, Ouais. que tout doit être acheté, tout doit être relié avec une monnaie. Mais depuis plusieurs années, il y a eu une culture très forte de ce qu'on appelle tout simplement du VR social, dont vraiment un but différent, c'est de s'émerveiller, d'avoir des expériences sociales. Oui, des fois, il y avait une manière de faire de l'argent. En fait, les grosses compagnies, c'est VRChat. C'est-tu gratuit ou c'est 15 $? Ouais. Puis l'autre, ben, c'est Allspace VR qui a été acheté par Microsoft. Donc, c'est gratuit tout simplement, ces plateformes-là. Puis le but, c'est d'être social, de faire des choses impossibles. Puis là, tout d'un coup, il y a la grosse vague hyper capitaliste. Ah, il y a juste 1000 terrains, ils sont 50 000 chaque. Tout est divisé, tout est limité. Il faut tout que Mais on peut être t'achètes. le voisin de Snoop Dogg. Le C'est pas voisin bien. de Snoop Dogg, c'est 50 000 si tu veux ce terrain-là. J'y pense. Là. Donc, mettez votre argent de côté. Non, mais c'est juste pour dire que il y a eu la vague hyper-capitaliste qui a comme un peu corrompu cette idée-là que le métaverse, il faut que ça soit connecté avec des NFT, il faut que ça soit connecté avec une chaîne crypto. Ouais. Mais il y avait un mouvement beaucoup plus humaniste avant, qui était plus pur avant que toute cette folie NFT-là vienne un peu. Puis là aussi, tous les business, ils font quelque chose multijoueur. Ah, c'est métaverse. Ils font... est-ce que Facebook, c'est le métaverse? C'est pas encore certain. Tout le monde essaie d'avoir ce mot-là dans leur fiche de marketing. Fait que ça l'a... It blurred reality. Ça l'a comme
mis ça flou. Un peu, oui, tout à Ouais. fait. Mais d'ailleurs, quand vous me dites ça, puis je repense à ce que Catherine nous disait tout à l'heure, je repense au début du Web, aux années 90, où quand Tim Berners-Lee a mis, pardonnez-moi, je sors de mon script, là, quand Tim Berners-Lee a offert à tous le code source ouvert, libre là, du Web, il s'imaginait, lui, qu'il allait créer une plateforme où on allait être libre d'aller partout, de partager. Sans mot de passe, Nadia. Exactement. Aucun mot de passe. Les données, là, tu pouvais aller voir la recherche de quelqu'un, télécharger les fichiers de données, puis toi-même retravailler là-dessus. Or que maintenant, je vous ferai remarquer, l'Internet, c'est Facebook, Google, puis peut-être que vous avez d'autres plateformes, mais la plupart des gens, c'est pas mal ça. C'est les sites principaux du GAFAM où on se promène. Fait que c'est un peu ça qui me fait peur quand on parle justement de toute cette aventure-là. Et justement, je reviens encore au sujet de l'art, parce que tu faisais référence, Samuel, c'est comme l'art, finalement. Donc, on achète des atouts artistiques, si on veut, je les appelle comme ça parce qu'on est dans le métavers. Ça peut être une œuvre numérique, un NFT, etc. Et là, ça va nous suivre. Mais sont quoi les avenues présentement? Ici, il y a des gens qui ont peut-être testé du métavers, parce qu'on parlait, des fois, c'est gratuit. C'est gratuit, mais il faut quand même des lunettes. Il faut quand même une connexion Internet sans latence, si possible, quand on est sur notre connexion mobile. Ça demande quand même pas mal d'équipement. Et c'est qu'est-ce qu'on espère qui va se passer pour l'art contemporain avec ça? Oh, que j'ai un Yannick qui est comme « Oh oui! » Je vais parler de deux exemples. Oui. Un, nous, par exemple, avec notre galerie physique, on prend toutes les œuvres numériques de chaque expo, puis on va les transposer dans un environnement 3D et ensuite interconnecter toutes nos expos, ce qui les rend permanentes et persistantes. Donc maintenant, les gens peuvent venir visiter nos expositions en personne, mais également, en tant qu'avatar, venir visiter ces expos-là dans des lieux complètement unique qu'on ne pourrait jamais recréer en personne, qui permet aux gens d'avoir l'information sur les artistes par rapport à la provenance des NFT également. Donc, on voit déjà cette transposition puis cette extension des expériences physiques par des expériences métavers. Donc, ce n'est pas nécessairement le métavers ou le monde physique, mais plutôt, ça devient une extension de nos expériences. Puis, on est en train de regarder avec quelques grands musées au Québec également, d'aller digitaliser des expos permanentes, mais également des expos qui n'ont pas pu présenter en personne, pour aller créer justement cet espace muséal numérique qui est social et qui permet de faire de la médiation culturelle, ce qui est impossible. On a vu beaucoup de musées tenter de digitaliser des œuvres puis les mettre sur une page 2D. Ouais. On perd cet atout-là, cet attrait-là de la visite muséale, de la découverte d'un artiste. On ne dira pas le toucher, mais l'expérience d'être devant une œuvre. L'expérience sensorielle. Exact. Ces environnements 3D peuvent recréer ce qu'une page web ne pourra jamais faire. Donc, deux avenues. J'ai trouvé ça intéressant en octobre 2021 quand Facebook est devenu Meta là, ouais. et qu'on a eu droit à cette grande conférence de presse avec toutes sortes de petites vidéos promotionnelles. Ben, il y en a une d'elles qui présentait des étudiants dans un musée qui rentraient dans une toile d'Henri Rousseau. Et j'ai trouvé ça intéressant comme porte d'entrée pour montrer un peu ce que pouvait faire le métavers pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on voit ces jeunes-là pouvoir expérimenter cette toile-là d'une autre manière, de pouvoir la voir devenir vivante, de pouvoir circuler dedans, de pouvoir vraiment la visiter comme on visite un lieu. Et je trouvais la mise en abîme avec la production elle-même de la toile intéressante. Parce que, en lisant un peu sur ce courant-là et sur l'œuvre d'Henri Rousseau, on se rend compte qu'il n'a jamais quitté Paris. Donc, lui-même a dessiné des jungles pour se sortir de son propre environnement virtuel, physique, en fait, et de s'en créer un via cette toile-là. Il a imaginé, finalement, ce qu'il croyait être. Donc, je trouvais la mise en abîme intéressante parce que c'est exactement ça que suggère le métavers. Sortez de votre environnement physique actuel et inventez-en un autre. Projetez-vous dans autre chose. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que souvent, dernièrement, on a entendu parler des NFT, beaucoup, mais là, vous amenez une autre dimension, c'est-à-dire d'abord la visite
d'une œuvre et des œuvres numériques qui ne sont pas nécessairement des NFT, là, si on opérait une distinction claire, là, peut-être, je regarde, là, voir qui voudrait entre les deux, parce que souvent, les gens vont... moi, je sais que les NFT, étant souvent intervenantes dans les médias, tout le monde ne veut parler que de ça pendant un certain temps. Et là, à un moment donné, je me disais, mon Dieu, il y a plein de choses qui se passent et on dirait qu'on oublie, on oublie complètement tout le reste pour juste parler du phénomène du NFT qui, pour moi, est le petit jeton, là, littéralement numérique, là, tu sais. Une petite définition rapide qui aide toujours au niveau des NFT. Les gens pensent que le NFT en tant que tel est l'œuvre d'art. Mais un NFT, tout ce que c'est un certificat d'authenticité numérique. Ça permet de créer une provenance pour un bien numérique et digital qui était impossible avant, ce qui permet maintenant aux artistes numériques, mais également aux artistes traditionnels qui aimeraient numériser leurs œuvres, de créer une provenance par rapport à leur travail. Donc, le NFT dans le métavers ne fait que dire ceci n'est pas une copie, ceci est l'original qui vient de l'artiste. C'est une méthode d'authentification, comme on a dans le monde réel. Avoir un espace où on aurait des imprimés, une reproduction d'une toile. On peut faire la même chose dans un métavers et importer que l'image, si on veut, ou la vidéo. Mais si on a le NFT qui est lié à cette œuvre, maintenant on sait que celle-ci est l'original. Tout comme on peut avoir une reproduction, un vrai. Je vous voyais réagir. Là, oui, donc la question, c'est où est-ce que ça s'en va, toutes ces choses-là, en termes de métaverse pour l'art. Donc, je vais utiliser un exemple de métaverse non commercial, Museum of Other Realities. Donc, c'est un musée 100% virtuel. Il faut des lunettes pour le visiter. Puis, ils font vraiment les choses que, tu sais, on parle métaverse, NFT, argent, etc. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, c'est des expériences transformatives. La présence l'immersion est vraiment forte. Plus que de regarder une toile, c'est vraiment l'idée d'aller dans la toile, de briser le cadre puis de se rendre de l'autre côté dans ce monde-là complètement à place de regarder juste une image. Donc, le Museum of Other Reality, c'est un espace social. L'architecture est complètement capotée. En fait, c'est moi qui l'ai créé généralement. L'art est complètement capoté. C'est de l'art qui serait impossible de faire autrement. Et c'est un espace social, donc tu peux dire à ton ami au Japon, on se rencontre ce soir, on fait surtout pendant la pandémie, c'était plutôt que de faire un Zoom, on s'en va dans le muséum. Oui, je me rappelle, on se donnait des serre-cœurs en pleine pandémie parce qu'on n'avait pas de contact humain. Puis c'était vraiment le fun de juste, même si c'est pas la même chose que dans le physique, mais c'est ça, bon. Quand on pense métaverse, essaye pas de recréer qu'est-ce qui se passe. Là. On littéralement peut faire n'importe quoi. Donc, il faut, c'est le prochain chapitre spirituel ou quoi que ce soit, comment tu veux l'appeler. Donc, il faut découvrir c'est quoi. On ne fait pas construire des choses impossibles avant. Maintenant, on peut le faire puis le ressentir ou, comme je montre mon œuvre en réalité virtuelle, puis il me demande, est-ce que c'est vrai? C'est comme, non, c'est pas vrai, mais ta perception puis tes émotions sont vraies. Oui. Bien, tout à fait. C'est d'ailleurs quand les définitions, quand on parle du virtuel et justement du monde actuel ou réel, c'est ça, c'est que c'est le virtuel est réel en termes de ce que tu ressens quand tu es devant. Donc, tes perceptions sensorielles ne sont pas fausses devant. Là. C'est la même chose. Moi, personnellement, je l'ai sculpté à la main pendant 10 mois. Donc, c'est drôle parce que ça existe, mais ça n'existe pas. Puis, pour moi, évidemment, j'y retourne presque à chaque soir pour travailler dessus. Donc, pour moi, c'est comme une histoire qui continue, mais je sais que ça n'existe pas. Donc, déjà, on arrive avec ce que vous venez de présenter, Samuel, avec finalement l'idée d'une œuvre qu'on peut visiter, qui est pas... On avait la toile du douanier Rousseau, là, où on pouvait justement rentrer, et là, on arrive avec l'idée que c'est une œuvre qui a été conçue vraiment pour être visitée. Et là, quand on a ce type d'œuvre-là, on se pose toujours la question, on est dans un endroit où on peut acheter des œuvres en ce moment. Qu'est-ce que ça change sur le marché de l'art, sur comment on fait l'acquisition d'œuvres d'art? Là, on comprend qu'on a des licences comme le NFT, si on veut, des méthodes d'authentification d'une œuvre, mais qu'est-ce que ça change pour moi qui veux acheter des œuvres, par exemple? Bien, moi, j'ai envie de peut-être lancer un petit pavé dans la mare, si vous me permettez. Parce que, et on l'a mentionné un peu en préparant ce panel-là, on se demandait, c'est le fun, parce que le contenant est une chose et le contenu en est une autre. Donc, le contenu est le fun, est exaltant, puis on le décrit de manière vraiment très intrigante et très fascinante.
Mais on s'interroge beaucoup sur le contenant parce qu'à toute fin pratique, jusqu'à présent, le contenant a été reproduit sur un modèle un peu plus classique. Ouais. Donc, on en parlait tantôt, il n'y a pas un métavers, il y a des métavers parce que ce sont des espaces privés pour la plupart, etc. Donc, avec leurs propres règles et qui ne sont pas nécessairement encadrés par d'autres instances. Et j'ai été regarder les ventes d'œuvres NFT par des femmes. Oh! Et il y a une belle inégalité qui se reproduit là aussi. Ah oui? Donc, on n'a rien changé en quelque part. Oui. C'est mieux que dans les ventes d'œuvres physiques, mais c'est guère mieux parce qu'on parle de 16 Ah, ok, des ventes d'accord. d'œuvres NFT qui ont été faites par des femmes. Donc, les règles du marché ou ce qu'on remarque parfois... Ben, ce serait ma question à mon c'est collègue. probablement Yannick qui pourrait justement nous parler de ça. Bonne question. Je pense pas que c'est une question de sexe. Je pense que c'est une question de... Traditionnellement, ça a été des artistes qui ont pris les devants en termes de se marketer. Dans le monde des NFT, on perd, si on veut, l'habileté d'utiliser des galeries. Les artistes doivent faire beaucoup du travail marketing par eux-mêmes. Donc, après, ça devient un travail personnel pour l'artiste de comment il va venir raconter son histoire et se présenter aux collectionneurs de partout dans le monde. Je connais des artistes, dont d'ailleurs quelques-unes au Québec, qui réussissent très, très bien, comme Catherine Simard, comme Dunglou, comme Malavida d'ailleurs, qui, eux, ont été capables de transposer leur pratique et leur capacité marketing dans cet univers NFT-là, puis avoir beaucoup, beaucoup de succès. Je dirais pas que le marché n'accepte pas les artistes femmes. C'est pas ce que j'insinue, mais qu'on reproduit un système. Ça c'est fort. Mais oui, j'aurais tendance aussi à aller dans ce sens-là, mais je pense que le milieu a été vu au départ. C'est drôle parce que excusez-moi, je pars dans mes affaires de Twitter. Là. J'en parlais l'autre fois sur Twitter, justement, où on constate que les femmes dans le milieu des cryptos et des NFT sont nettement moins représentées. Et quand je l'ai dit, en disant on a du travail à faire, moi, j'étais partie, on s'en va là-dedans, Catherine, hein, puis on règle ça. T'étais en forme cette journée-là? Oh, tout à fait. Il y a des bonnes journées, comme je dis toujours, des bonnes journées, puis il y en a des encore meilleures. Mais donc, ce que je me suis fait répondre par des femmes chercheurs en histoire de l'art, c'est non, on laisse ça aux gars. Il y avait que j'étais comme, OK, il y a comme une perception qui est très, je ne sais pas pourquoi, une impression que c'est très masculin, comme justement la Silicon Valley, finalement, si on veut un peu. C'est un point intéressant, juste pour finir sur... Oui. Je pense qu'effectivement, traditionnellement, le monde des cryptos était masculin de façon prédominante. Je pense que ça change de plus en plus, mais il y a une espèce de préacquis d'un pourcentage élevé d'hommes qui comprennent la technologie, puis que les femmes n'ont pas encore fait le saut nécessairement dans cette industrie-là. Donc, ça rajoute une barrière. Par contre, je dirais que le monde des NFT, comme on perd cet aspect de gatekeepers ou de middlemen, des galeries, des maisons d'enchères qui, eux, vont décider qui va de l'avant, qui est présenté. Maintenant que la possibilité est offerte à tous de se présenter et de devenir leur propre plateforme, je pense que justement, on enlève certains de ces blocages-là du monde traditionnel de l'art parce que ça devient maintenant à l'artiste de montrer ce qu'ils peuvent faire. Oui, puis on a aussi, je veux dire, l'idée qu'en ligne, avec des avatars, je pense que le test devrait être fait. Hein. Je pourrais lancer une série d'NFT sous une identité absolument inconnue, puis ça serait à vous, hein, Banksy, il y a pendant longtemps, on ne savait pas vraiment qui c'était exactement. Là, je reviens, je vous regarde, Samuel, là, c'est pas pour rien comme ça. Je reviens avec l'idée, justement, de financer des œuvres dans le métavers. On a des organismes, je pense, Catherine, vous avez travaillé de plusieurs années au Fonds des médias du Canada. Je l'ai eu, cette fois-là. Oui, bravo, merci. Et il y a là des gens qui vont aller chercher, justement, des fonds pour faire, par exemple, des œuvres en réalité virtuelle, des œuvres en réalité augmentée. Mais quand on est vraiment dans le marché de l'art contemporain, comment est-ce que ça s'orchestre, la production puis le financement d'œuvres? Justement, parce que là, j'essaie de voir dans les différents programmes, tout ça, comment est-ce qu'on fait pour financer ce travail-là? Oh, belle question. Je suis quelqu'un qui fait pas d'argent avec mon art. Fait que j'ai une job à temps plein. Mais il y a des artistes 3D qui font beaucoup d'argent pour des NFT, etc. Mais comment le financement, généralement, il n'y a pas vraiment tant de catégories à ce que je sache. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui remplit des bourses. Fait que je ne suis pas très connecté dans ce monde-là, malheureusement. Je fais plus ça par passion. Comme un à côté, si on veut, de notre travail de commissaire, si je peux vous présenter comme ça. Non, tu sais, comme il y a du monde qui ont
qui vont faire des business puis qui vont avoir des enfants. Puis comme moi, ce que je veux laisser en arrière, c'est comme des œuvres d'art, de pousser un peu dans le futur, etc. On a le ou de même problème l'architecture. financier. Moi, je fais des doctorats à la place. Mais Catherine, par exemple, je pense que là-dessus, vous avez peut-être un petit point d'information pour nous parce que j'ai l'impression qu'il y a des... par exemple, je pense aux conseils, justement, les conseils des arts, etc., commencent à essayer de prendre le pas de cette numérisation-là, si on veut, des pratiques. Ça commence. Mais c'est parce que j'ai l'impression que là, tu essaies de faire rentrer un rond dans un carré Ouais. en parlant de l'écosystème traditionnel de financement pour l'audiovisuel. Tu sais. Oui, oui, oui. Et parce que on a expérimenté ce genre de problème-là dans toutes sortes de fonds. Comment est-ce qu'on catégorise ce type Oui, le d'œuvre-là? jeu vidéo, œuvre interactive, etc. Même les producteurs en réalité virtuelle ont ce problème-là. Et puis, des fois, ils essaient de faire rentrer leur œuvre dans une catégorie de jeux vidéo parce qu'ils ne savent pas où est-ce que ça va. Les cases les cases ne vont pas aussi vite que la technologie et que les artistes. Que les humains. Exactement. Donc, ça reste un défi. Cela dit, il y a vraiment des cloches qui ont sonné. Et puis, les systèmes sont en train de changer, mais on n'ira certainement pas plus vite que les lois et les gouvernements. Donc, dans l'écosystème traditionnel de financement, je ne suis pas sûre que c'est là qu'on va trouver le Graal là, pour toutes sortes d'œuvres de ce type-là. Plus innovantes, là, en ce moment, qu'on voit en création. Oui. Ça semble aussi, dans mes peu de recherches que j'ai fait dans les bourses, ça semble beaucoup être, bon, tu as besoin d'une équipe, d'une compagnie, quoi que ce soit. Fait que les artistes solos qui font juste des choses, il faudrait vraiment qu'il y en a tellement peu aussi. Comme moi, j'essaie de les chercher à Montréal, puis j'ai de la C'est vrai misère, que il y en a peut-être 15-20 que je connais. Fait que, il ne faudrait pas attendre qu'ils remplissent des bourses, mais il faudrait plus dire, bon, on t'a trouvé, as-tu besoin d'aide? Oui. Parce que je me souviens, je pense, c'est peut-être avec Yannick que j'avais eu en ligne, je ne sais pas si avec vous, j'avais discuté de ça, justement, du fait qu'il y a des Québécois qui vendent présentement des œuvres en NFT, des GIFs, etc., et qui ne sont même pas vus comme Québécois parce que leur travail est diffusé sur la côte ouest, aux États-Unis, et racheté par des groupes de musique, des cinéastes, etc. Fait que ça, c'est aussi, là, c'est peut-être correct, au fond, parce que, dans le fond, ils circulent comme ça. Mais la question de la découvrabilité, parce qu'on tombe dedans, là, en parlant de ça, comment est-ce que l'œuvre numérique, comment est-ce que le métavers, possiblement, dans son évolution, peut améliorer la découvrabilité de l'art, en général de l'art contemporain, des arts visuels dans leur ensemble, si on veut. Je peux y aller, mais je vais rajouter une petite tangente par rapport à la question précédente. Je passe d'un à l'autre. Déjà, pour les artistes, quand on pense au monde NFT, la distribution devient beaucoup, beaucoup plus facile que de passer des années à essayer de rentrer dans les galeries, d'avoir de la visibilité par ces galeries-là. Donc, on réduit, si on veut, le cycle de visibilité et de vente. Donc, on ne parle pas de 5 ans à devoir être financé pour être capable de commencer à faire ses ventes. On peut utiliser ses propres plateformes, ses propres capacités pour s'exposer au monde entier. On parle aussi pas d'un marché local, mais un marché global. Donc, on ouvre la possibilité à plus de gens de découvrir notre art. Par rapport au financement, notre organisme, parce que Xerox Society, on a non seulement la galerie NFT dans le New City Gas, mais on a également on est un organisme à but non lucratif. Tous nos profits vont dans un programme de subvention aux artistes canadiens qu'on a démarré en octobre 2021. On a maintenant subventionné 24 artistes. En même temps que Mark Zuckerberg, bravo! Oui. On a maintenant subventionné 24 artistes canadiens qui ont été capables de se lancer dans le monde des NFT et qui ont vendu leur premier NFT. Donc, une petite tangente. Maintenant, par rapport à comment le métavers aide pour la découverte d'œuvres et la distribution de l'art contemporain, on enlève toutes les barrières physiques et géographiques. Si on est capable de digitaliser, par exemple, les collections de nos grands musées, de nos galeries locales, maintenant, elles ne sont plus seulement accessibles aux gens locaux, mais elles sont accessibles maintenant aux gens de partout dans le monde. On permet cette diffusion également par les réseaux sociaux. Une œuvre, qu'elle soit une vidéo, qu'elle soit une toile qui a été photographiée et digitalisée, peut maintenant être partagée à des millions de gens en quelques heures, en quelques jours, plutôt que d'être vu par une dizaine de personnes par jour dans les galeries. Donc, je pense que d'enlever justement ces limites physiques
permet d'avoir une audience globale puis une capacité de distribution qui est beaucoup plus imposante que n'importe quelle galerie pourrait offrir dans le monde. Ça, c'est sûr que c'est pour la diffusion. C'est bien. Est-ce que vous vouliez réagir, Samuel, ou non? Ben, tu sais, c'est sûr, il y en a beaucoup qui va se passer sur Twitter. Puis c'est ça, le fait que ça soit international, c'est quand tu achètes d'un artiste au Brésil ou, je sais pas, quelque part en Asie du Sud ou quoi que ce soit, l'argent va avoir un plus gros effet. Ton 20 $ ou ton 100 $ va avoir un effet beaucoup plus transformateur sur les artistes. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des artistes qui seront juste jamais capables d'être dans une galerie. Que ça soit des mimes ou que ça soit quelque chose de crass ou quoi que ce soit, les galeries vont juste toujours dire non, ils ont toujours été refusés. Puis tout d'un coup, bon, c'est à vendre, tout le monde peut le voir. Si vous aimez ça, achetez-le. Sinon, achetez-le pas. Il n'y a pas justement de filtre pour ces artistes-là. Donc, il y a eu Puis en plus, ils ne vont pas prendre le 50% traditionnel. Dépendant de la plateforme, ça, l'artiste va être capable de garder 98 à 85% ou quoi que ce soit. Donc, c'est très libérateur comparativement au système traditionnel. Il n'y a presque pas d'intermédiaire, effectivement. Et quand on parle du métavers, on va penser aussi, vous l'avez mentionné chacun dans les exemples que vous avez donnés, l'expérience du visiteur ou du récepteur de l'art, ça va transformer ça aussi, parce que Catherine nous donnait l'exemple de la toile, justement. On parlait tout à l'heure d'une architecture faite pour être visitée comme une œuvre d'art. Alors, qu'est-ce qu'on pense qu'il va avoir comme répercussion sur, justement, l'environnement, si on veut, des musées, etc., en pensant à cette expérience-là? Bien, je pense que la première réponse est une réponse d'ordre d'accessibilité technologique. Parce que pour le moment, je ne sais pas combien d'entre vous avaient fait l'essai du métavers. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. On en a un. Et c'est un peu ça le souci, d'ailleurs, parce que ça prend de l'équipement, ça prend certaines connaissances, disons, là, pour accéder. Et c'est pas tout le monde encore qui a eu accès à ça. Dieu sait qu'on sort d'une pandémie. On en sort-tu? En tout cas, il y a eu une pandémie. Je ne sais pas ce qu'on est rendu dedans. Mais toujours est-il que les musées ont été fermés et c'est là, entre autres, où on pouvait aller faire l'essai de casques de réalité virtuelle qui nous permettaient d'accéder à certains métavers. Donc, tout ça pour dire que la première étape, c'est de rendre ça plus accessible. Et on est là-dedans. Les casques sont de moins en moins chers, de plus en plus accessibles du point de vue du coût. Et donc, ça va permettre à un plus grand nombre d'en faire l'essai. Donc, ça, c'est une première chose. En attendant que ça se fasse, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir de plus en plus d'œuvres ou d'expositions immersives qui me semblent être une espèce d'hybride, en fait, entre... on n'est pas dans le métavers, évidemment, puis on n'a pas de casque, puis on n'est pas dans cet environnement immersif 3D-là, sauf qu'on tente un peu de limiter, on tente de faire marcher les gens dans les toiles, dans les environnements. Oui, je pense comme par exemple Monet, Van Gogh, etc., où on agrandit les toiles, on les numérise finalement pour que les gens puissent se promener à travers. Ce qui crée, à mon humble avis, une œuvre tout à fait différente. On n'est plus, exactement. On n'est pas du tout dans la toile à l'huile. Ça participe à l'éducation du public en route vers éventuellement le casque de réalité virtuelle. Oui, parce que c'est ça, le casque, effectivement, comme vous dites, je regarde, est-ce on parlait du métavers, mais est-ce qu'il y en a qui ont essayé des casques de réalité virtuelle? Oui, quand même. Un peu plus. Passez à la Galerie Éléphant, venez voir ma pièce. Ben là, oui, vous pourrez donc continuer vos essais parce qu'effectivement, je dirais même avant la pandémie, c'était en très faible nombre les gens qui avaient même pu en essayer un puis tester même des expériences interactives. Fait que ça, c'est quelque chose qui change aussi énormément. Là, pardonnez-moi, je vais fouiller dans mon affaire ici. On avait aussi... J'aimerais ajouter sur la question de l'impact sur le marché de l'art. Pour moi, le métavers va doubler au minimum la taille du marché de l'art physique parce que c'est une porte d'entrée pour la nouvelle génération dans le marché de l'art. Le métavers est un médium et le médium numérique et digital est un médium qui est plus apprécié et mieux compris par les nouvelles générations, ce qui va ouvrir les yeux par rapport au marché de l'art, mais également créer de nouveaux collectionneurs. Je pense que c'est un problème de beaucoup de musées, c'est un problème de beaucoup de galeries où leur base de collectionneurs et d'enthousiastes est plus âgée. D'aller chercher cette génération-là des 15 à 25 ans en leur donnant une expérience qui correspond à une expérience à laquelle ils sont habitués, qui va leur parler par rapport aux sentiments qu'ils cherchent à trouver dans une œuvre, va décupler le marché de l'art. Donc, je pense que c'est le plus gros impact qu'on va voir.
Oui, ça. Puis, par ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec justement l'achat même d'expériences, par exemple, d'expériences de jeux interactifs ou juste d'expériences interactives que les jeunes clientèles font déjà puis utilisent à la maison. Fait que pour eux, c'est déjà normal de payer pour le travail, je dirais, artistique de quelqu'un et de l'utiliser ainsi. Mais comment est-ce que ça va affecter? Parce qu'on parle d'art numérique, là, je suis en train de repenser à une certaine époque, une foire commerciale Québec-New York 2001 à laquelle j'ai pris parti. Il y avait déjà de l'art numérique, imaginez-vous, ça fait 21 ans de ça, hein? Oui. On ne parlera pas de cheveux gris, là, on va parler d'art numérique, mais je viens de penser à ça tout d'un coup. Parce qu'effectivement, comment est-ce que ça va affecter? Ce marché-là est là, mais effectivement, il était restreint encore à l'usage dans les galeries. On n'en faisait pas une grande expérience chez nous. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comment ça va affecter justement le devenir, je dirais, de ce type d'œuvre-là? Bien, cette question-là me fait penser à une chronique que j'ai enregistrée cette semaine sur l'application DALL-E 2. Oui. Donc, une application d'intelligence artificielle qui permet de créer toutes sortes d'images à partir du langage naturel. Oui. Donc, on donne quelques mots comme ça à l'application. Koala en tutu sur un divan. Chat prenant le thé, c'est ce que j'ai essayé récemment. Et l'image apparaît. et ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient enlever les barrières à l'entrée. Oui. C'est que là, tout d'un coup, tout le monde peut se revendiquer d'être un artiste ou de vouloir créer une image. À mon avis, il va y avoir une affluence d'images incommensurable. Oui, oui. Et ça va être de distinguer là-dedans hein, le bon du moins bon, de voir ce qui est monnayable et ce qui ne l'est pas. Tout le monde va s'essayer. J'ai l'impression que dans un futur plus ou moins rapproché, l'artiste sera celui qui aura peut-être un peu le mieux manier la co-création avec la machine que celui qui va créer tout seul. Donc ça va rester... Hein, oui, je sais que je sens le frisson à la maison et dans la salle, mais il risque d'y avoir beaucoup plus de co-création qu'il y en a maintenant. Oui, bien, effectivement, puis ce que vous amenez, là, c'est justement à peu près tout ça, c'est ce que tous les étudiants présentement, là, vous allez être contente cet automne, Catherine, il y en a beaucoup qui essaient ces Midjourney, il y en a beaucoup, jeunes, etc. Ils les essaient parce que ça nous donne l'impression justement de créer une œuvre. Et là, quand on parle de ça, vous me faites penser, parce que les NFT, quand ils sont arrivés sous les formes là, de GIF et autres, la même chose s'est produite. On a vendu énormément de choses qui avaient une valeur, je dirais, distinctive et artistique assez ordinaire. Pensons même au premier tweet de notre ami Jack Dorsey. J'allais justement dire ça. Eh, bon Dieu, moi qui aime un peu trop Twitter. Oh non, c'était... C'est vous l'acheteur! Oh mon Dieu, hein, si vous saviez comment on fait de l'argent, Lucam. Mais c'était effectivement... on a vu, ça partait à millions, et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que, bof, avoir ça, c'était pas quelque chose de si exceptionnel. C'était quand même une capture d'écran. Bon Dieu, c'était pas particulier. Fait que là, on revient avec cette idée-là, et je pense que Samuel et Yannick auront sûrement des choses à nous ajouter là-dessus. Non? Regarde, là, il est comme... Oh oui, je suis sûre que oui. J'étais comme, bon, ben, on va commencer à se connaître un peu mieux. Là, j'appréhende un petit peu plus votre humour. Parce qu'effectivement, il y a des œuvres qui ne garderont pas de valeur. Et il est clair qu'il y a encore des petites règles sur l'originalité, hein, sur ce qui est transmis par l'œuvre, etc., qui reviennent tout d'un coup hanter nos créateurs de NFT, là. Je peux commencer? Oui. Toutes les nouvelles vagues technologiques qui amènent des changements importants sont empreints de spéculation importante parce qu'on ne sait pas quel est le potentiel de cette technologie-là lorsqu'on la découvre. Et souvent, les investisseurs vont se projeter dans 20 ans alors que la valeur ne sera pas réalisée avant au moins 10 ans. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le monde des NFT, par exemple, où on a vu... Les tweets, par exemple, c'est un objet de collection, donc laissons-le à part. C'est un objet d'archive de collection. Mais par exemple, une œuvre. J'ai vu des artistes qui avaient des backgrounds intéressants, mais qui se sont mis à vendre des œuvres pour des centaines de milliers de dollars, beaucoup plus que des grands maîtres, par exemple, mais aux enchères. Bon, à ce moment-là, on se dit c'est un peu fou. Mais pourquoi les gens dépensaient ce genre de montant-là dans l'art numérique authentifié par les NFT? C'est parce que, réalistiquement, il y a un potentiel que l'art numérique ait une beaucoup plus grande valeur que l'art traditionnel, l'art physique. Parce que il est beaucoup plus facile à distribuer, beaucoup plus facile à conserver, beaucoup plus facile à présenter. Avec ces avantages, on va potentiellement avoir des équivalents numériques qui vaudront plus que leur équivalent physique. Donc, c'est ce que les collectionneurs ont vu. Le problème, c'est que la réalisation du marché plus contemporain prendra beaucoup de temps avant qu'on y soit à ces standards de valeur-là. Rapidement, j'aime utiliser l'exemple de
la Mona Lisa. Pourquoi Oui. c'est l'œuvre la plus chère au monde? C'est pas parce que Da Vinci est l'artiste le plus établi, le plus accompli, que son esthétique est la plus incroyable. C'est parce que c'est l'œuvre qui a été la plus vue en personne, photographiée, déployée dans les films, partagée sur les réseaux sociaux. Avec la connaissance d'une œuvre, avec la connaissance d'un artiste vient le statut associé à cette Le œuvre. mythe autour de la personne aussi. Et la valeur vient avec le statut. Ce que l'art numérique est capable de faire beaucoup, beaucoup plus vite de par cette capacité de distribution-là en ligne. Oui. Puis là, je vois Samuel qui hésite parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez apporté, Yannick. Puis, non, mais c'est parfait. C'est parce qu'à un moment donné, bon, c'est pas comme si moi, je ne tirais pas partout quand je commençais à parler. J'en voudrais pas. Mais effectivement, on a tout ça. Mais ce sont les critères, justement, en accéléré des œuvres qui deviennent célèbres, des artistes qui montent dans le marché. Je pense à Damien Hirst, des artistes comme ça, qui ont fait des œuvres souvent qui étaient éminemment périssables, etc. On fait des NFT également, Damien Hirst. Pardon? Damien Hirst a fait Oui, des NFT. oui, parce que c'est clair que, je veux dire, il allait, après le crâne en diamant puis le requin dans un pot, là, il allait s'en aller vers quelque chose comme ça. Mais effectivement, il y a tout ce mythe-là autour qui revient. Donc, les petites baleines, là, à des milliers de dollars, peut-être que ça va avoir été juste un engouement. Mais Samuel, dans ce que vous faites, justement, qu'est-ce qui peut paraître comme un générateur, si on veut, de valeur de l'œuvre. Et là, je n'ai pas besoin d'aller, on s'est compris tout à l'heure sur les critères financiers, parce qu'il y a aussi le critère d'appréciation de l'œuvre. Comment est-ce qu'on évalue ça quand on est dans le métavers? Bien, Excusez-moi, je viens de partir il sur faut un faire la différence entre ce que j'appelle les collectibles puis l'art. Oui, Donc, je dirais probablement 95 98 du marché NFT, c'est des collectibles. oui. On peut penser à des souliers, À des Nike, cartes Pokémon, des pratiquement. cartes Pokémon. Tu sais, on voit Mhm. les singes pour des demi-millions de dollars. Donc, Mhm. c'est des illustrations. Vous ne C'est parlez pas du singe qui fume, là, j'espère? Toutes les singes, les Bored Apes. Là. Oui, les singes fument souvent ça dans le métavers, enfin. Donc, ce que j'essaie peut-être d'expliquer aux collectionneurs, c'est que, bon, moi, personnellement, j'aime l'art contemporain, on pourrait dire. Puis c'est un petit marché, il faut un peu fouiller pour le trouver. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des collectibles. Donc, quand vient le temps d'investir, les bons goûts perdurent dans le monde de l'art, mais il y a peut-être aussi plus d'argent à faire à avoir des mauvais goûts qui sont populaires. Donc, il y a peut-être plus d'argent à faire à acheter des singes qu'à acheter le vrai art, malheureusement, mais Oui. tout le monde choisit. C'est comme c'est le dilemme hein, des 300 dernières années. Je pense, c'est quoi Clément Greenberg avec le low art puis highbrow art, etc. On est pas mal dans ça. Là. Ou tu peux faire peut-être plus d'argent à acheter puis vendre du pétrole que de l'art ou quoi que ce soit. C'est juste Des clowns. Des clowns, oui. En tout cas, il y a tout le monde, il y a tout ce marché-là où des roadmaps, tu sais, dire si tu achètes ça, ensuite tu vas avoir le droit de faire ça, puis avoir cet événement-là, puis on va faire un party. Mais c'est plus vraiment de l'art, c'est des collectibles. Il y a tout son propre monde, il y a toutes ses propres règles, il y a tous ses propres jeux. On peut s'en inspirer, mais il ne faut pas penser qu'une illustration de singe, tout d'un coup, ça va aller dans un musée, puis c'est de l'art, puis ah oui, ça s'est vendu pour 50 millions, donc c'est le plus que c'est vendu, le meilleur l'art que c'est pas le prix de vente. Puis avec tout ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une culture de investisseurs, de technologues qui sont devenus riches très, très vite. Tu sais, comme Ethereum, ça valait quoi? Comme 6 $ il y a 3 ans, puis tout d'un coup, ça valait Avec, comme 6 000 $. Vitalik Buterin. Oui, quelqu'un qui avait mis 500 $, puis tout d'un coup, il y a 50 000 ou 100 000, puis tu dis, il a acheté une pièce pour 50 000. Bon, ben oui, mais ça valait peut-être 300 il y a quelques années, puis etc., etc. Fait Je vois Catherine qui a l'air coquine. Je pense que vous avez une intervention. Je vais encore dire quelque chose qui va détonner. Mais c'est juste que on identifie beaucoup la valeur d'une œuvre avec sa valeur monnayable. J'ai vu des expérimentations très, très intéressantes où on attribuait la valeur de l'œuvre selon la réaction émotive qu'elle suscitait. Bon, voilà. Je vous amène un peu là aussi, oui. Ça reste intéressant et c'est plus facile, évidemment, à faire avec une œuvre numérique parce qu'on peut mieux mesurer ce type de réaction-là avec toutes sortes d'outils. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc les expérimentations ont été faites tant avec des œuvres physiques que des œuvres numériques. Et on risque de voir aussi ce type de valorisation-là des œuvres se répercuter dans le temps. Puis vous parlez aussi je pense au modèle de Mark Zuckerberg où on sait qu'il est en train de faire breveter des technologies pour que dans les casques, on puisse voir l'action de vos pupilles, les réactions de
d'exploitation, Mais tu etc. parlais de données tantôt. Oui, bien là, c'est Il y oui. en aura Vous savez quelques-unes comment qu'on c'est va laisser, une autre de mes obsessions, les données personnelles, parce qu'évidemment, on va capter ces données-là pour comprendre ce à quoi vous réagissez et vous en représenter plus. Ce qui n'aura pas un effet nécessairement sur la valeur de la chose, mais sur son intérêt pour les gens qui voudront vous captiver longtemps, si on le veut. On arrive vers la fin de notre panel et j'aimerais savoir s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour nous. Salut à vous quatre. J'avais une question par rapport aux artistes. En fait, en vous écoutant, j'étais un peu inquiète, en fait, parce que les meilleurs artistes ne sont pas nécessairement les meilleurs marketeurs. Donc, tout ce que vous avez présenté, c'est génial d'avoir accès à un marché, de créer sa propre plateforme. Mais quand on passe par une équipe, par un galeriste, par exemple, on a accès à des ressources, on a accès à des conseils. Et en tant qu'artiste, devoir tout faire soi-même, moi, ça me ferait peur, tout ce que vous présentez là. Donc, qu'est-ce que vous dites aux artistes? Devenez des marketeurs? Connaissez ces outils-là avant même d'avoir des choses à dire en tant qu'artiste? Oui, bien sûr. C'est un très bon point que vous soulevez. Le monde des NFT offre la possibilité d'être son propre marketeur, d'être sa propre plateforme. Mais je pense qu'on va retrouver très rapidement des intermédiaires tout de même, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas la capacité de se représenter, qui n'ont pas le désir de le faire, mais qui ont une capacité artistique qui mérite d'être connue. Je pense qu'on n'a tout simplement pas aujourd'hui ces intermédiaires-là en place parce que la première vague des artistes qui ont eu beaucoup de succès dans l'industrie étaient déjà très présents sur les réseaux sociaux, avaient déjà des plateformes importantes pour distribuer leur art. Et avait cette capacité-là. Maintenant, on voit de plus en plus d'artistes traditionnels, des artistes qui font des œuvres physiques, se lancer dans le monde des NFT, qui n'ont pas nécessairement cette acuité-là, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne, qui recherchent ce genre de service-là. Puis, donc, je pense que c'est une question de temps avant qu'on va créer une retrouve. job. Oui, tout à fait, parce que je pensais que vous connaissez N'ayez pas peut-être, peur. je crois, Sabrina Raté, artiste vidéo. J'ai connu Sabrina il y a quelques années à Montréal quand elle débutait. Et là, je l'ai vue progresser, être citée par Rosa Mengele, etc. Et des gens sont intéressés à elle, l'ont pris. Et maintenant, une partie de ses œuvres vidéo se vend justement brevetée, si on veut, en NFT. Et elle n'est pas une reine du tout des médias sociaux. C'est quelqu'un qui les utilise vraiment avec parcimonie. Mais il y a des gens maintenant, ces représentants en galerie, qui sont de niveau, je dirais, pour faire le plan, justement, de diffusion. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, et là, j'entre dans quelque chose en fait, je côtoie quelqu'un qui diffuse justement des NFT dans ma vie de tous les jours. Je suis peut-être même mariée avec, mais Ça va aller. Il faut justement ce type d'intervention. Yannick est comme tout le monde va être correct, on va s'en sortir, groupe, ça va bien aller. Non, mais c'est un Oui, point parce qu'il intéressant faut au niveau de avoir la ces galerie conseils-là. va devoir se réinventer pour être capable d'offrir ces services-là pour Tout les à artistes fait. traditionnels qui sont déjà dans leur entourage, dans leur... Oui, qui font de l'installation, avec qui ils travaillent etc. déjà. Oui. Donc, c'est sûr que ce travail-là, l'artiste est déjà habitué, par exemple, à donner 50% de ses profits, de sa vente, à la galerie. Maintenant, la galerie, dans ce 50%-là de commission, devra offrir ce genre de service. Tout à fait. Parce que sinon, dans le fond, le trade-off, si on veut, c'est l'artiste le fait lui-même et donne entre 5 et 15% de commission à la plateforme en ligne, ou va travailler avec une galerie et va donner 50%. Ce que ça fait, ces plateformes-là demandent quand même énormément de travail, même pour y être acceptées et pour ensuite commencer à vendre. C'est ça qui est un peu complexe. Or, on a cette première question-là. Je pense que, d'ailleurs, je rappelle, l'exemple que je vous donnais, c'est quelqu'un dont je pense le travail est présentement au Musée des Beaux-Arts, une installation extérieure en vidéo. Et qui... Au MAC, je pense. Oui, exactement, oui, au MAC, c'est ça. Et qui maintenant travaille avec des gens qui fabriquent aussi pour cette personne-là des œuvres numériques. On avait une autre question. Voilà. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Est-ce que je vous laisse Samuel réagir? Puis ensuite... Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK. Oui. Donc, oui, en fait, oui, il y a des plateformes que c'est dur de rentrer dedans. La plateforme que j'utilise, tu peux faire ton premier NFT pour 30 cents immédiatement. Donc, ils n'ont pas toutes des limitations comme ça. Puis aussi, c'est une plateforme où est-ce que justement, il y a des frais de 2% ou 1,5%. Donc, c'est minime, là, vraiment. Ouais. Il va y avoir un frais de transaction de 30 cents, encore une fois. Donc, c'est complètement minime dans ce cas-là. Donc, on parle plus vraiment des options. Oui, tu peux faire tout ton propre marketing ou tu peux dire comme
avec les galeries, je suggère plus 25 à 30 % au lieu de 50 % parce qu'on parle aussi d'un monde qui se rebelle des galeries, qui dit tu me pognais mon 50 %. Puis des fois, ça devient un peu trop négatif, qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que les galeries font vraiment, que bon, ils t'aident à écrire ton texte, ils te situent, ils t'acceptent. Il y a une raison pour les galeries, là. C'est pas juste 50 % pour le fun. Donc, il y a quand même je pense que ça donne beaucoup plus de pouvoir aux artistes. Ça renverse la relation de pouvoir qu'avant, la galerie était comme je te veux ou je te veux pas, c'est 50 % tu n'as pas le choix. Si tu veux pas, tu t'en vas. Maintenant, la décision, c'est bon, soit tu gardes 98 % du profit ou tu décides que quelqu'un va t'aider. Puis aussi, c'est une relation complètement différente pour les galeries parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait leur propre marketing. Donc, ils ont 20 000 followers, ils ont leur Twitter. Puis là, l'autre galerie, elle n'a pas de Twitter. Ils arrivent avec leur kit médiatique. Oui, c'est ça. Fait que là, il faut que les galeries commencent à dire, bon, ben, faut qu'on s'ouvre un Twitter, il faut qu'on sache de quoi on parle. Dans le fond, vous allez être utile vraiment beaucoup, Samuel, aux galeries, parce qu'ils ont besoin de gens comme vous. Les galeries qui veulent, je le fais. Vous êtes là, vous êtes prêts. Justement, juste un petit plug. Je vais commissarier un show avec la galerie Jeannot Lapin, où est-ce qu'il y a 35 artistes NFT. Donc, c'est vraiment fait pour être une introduction à Montréal des pièces de 5 à 5 000 $. Puis très international, beaucoup de femmes. Catherine puis moi, on est comme... Fait que tout ça pour dire que oui, je vous surveille. Les galeries peuvent le faire, mais c'est une transformation. Puis on parle aussi générationnellement, tu sais, comme des personnes qui sont plus habituées au milieu traditionnel. Bon, mais là, il faut que tu te fasses un porte-monnaie crypto, il faut que tu envoies ça, il faut que tu perds pas tes codes, etc. Tu sais, ça peut donner des mal de tête aux galeristes qui sont habitués à avoir, j'ai mon espace, j'ai mes règles, le contrat change tout d'un coup. Donc, c'est un peu renversé, c'est un peu déstabilisant pour les galeries. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Puis justement, de trouver un espace où qu'est-ce que tu vas amener à l'artiste? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu lui apprends à faire des NFT? Est-ce que tu lui apprends à faire Twitter? Est-ce que c'est tes collectionneurs que tu lui amènes? Est-ce que tu fais des installations physiques qui ne seraient pas présentes? Personnellement, pour quelqu'un qui fait de la réalité virtuelle, j'ai besoin d'une galerie pour atteindre le 98 % du monde qui n'ont pas de casque de réalité. Je ne veux pas vendre mes œuvres aux 2 % du monde. Je veux aider à transformer la société pour qu'ils savent que ça existe au moins. Avoir un impact. Qu'il y ait le choix de le refuser ou non, à la place de juste pas savoir que ça existe. Donc, il y a tout ce nouveau monde-là. Évidemment, Yann s'est rentré dans ce monde-là avec sa galerie de NFT, mais il y a beaucoup de nouveaux modèles qui n'existent pas. Il y a beaucoup de découvertes à faire, puis c'est vraiment excitant aussi. Est-ce qu'on passe à votre question? Hein? Vous êtes là. Merci. Oui. Oui, vous avez été patient, tout à fait. Merci. D'abord, Catherine, le koala en tutu sur un sofa, c'est très beau. Ça a pris environ 30 secondes à générer. Ma question pour vous aujourd'hui, chers panélistes, c'est j'aimerais savoir votre point de vue par rapport au rôle que les gouvernements de ce monde devraient avoir par rapport au Metaverse. J'utilise l'exemple de la bibliothèque qui a été créée par Reporters sans frontières, qui est une bibliothèque dans Minecraft qui a beaucoup de littérature controversée à travers le monde et que les gouvernements autoritaires de ce monde, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, auraient banni l'accès à ce genre d'informations-là. Donc, est-ce que les gouvernements devraient avoir même ce droit de bannir quoi que ce soit de l'accès du Metaverse? J'aimerais juste savoir votre opinion par rapport au rôle en général du gouvernement et le Metaverse, et des gouvernements en général. Je pense que Catherine... OK, on en a deux. Non, mais je te sens vraiment sur la ligne de départ. Vas-y. Il y a peut-être la question de censorship, que c'est peut-être un peu différent de décider qu'est-ce qui est acceptable ou non. Personnellement, je veux juste dire que le gouvernement du Canada devrait avoir une stratégie virtuelle, augmentée, XR, Metaverse. Comme il n'y a pas de réalité virtuelle vraiment dans les écoles, ce qui est vraiment plate, que justement les artistes ne savent pas que ça existe, ne savent pas qu'est-ce que ça peut offrir, qu'est-ce que ça peut faire à leur carrière. Donc, juste d'avoir un casque qui est disponible ou de dire, bon, votre devoir pour le mois prochain, c'est de faire un espace virtuel, faites un scan 3D de vos pièces ou faites une parade de mode en réalité virtuelle ou quoi que ce soit.
c'est pas c'est des affaires de 2-3 000 piastres, là. Fait que, pour une université d'acheter un casque et une petite caméra 3D, c'est rien. Surtout avec l'effet que ça peut avoir sur la société. Comme j'ai l'impression qu'on attend que New York fasse quelque chose puis qu'on suive 5-10 ans après. Mais si on aurait peut-être une petite vue puis un petit peu d'ambition, on pourrait complètement changer la société puis être que le monde nous suive à la place de suivre les autres. Donc, c'est juste de dire on va amener la réalité virtuelle ou augmentée dans les écoles, dans les galeries, dans les musées. Puis, juste en faisant ça, comme il n'y a pas de collectionneurs en ce moment de réalité virtuelle, les galeries ne savent pas comment montrer la réalité virtuelle. Puis, les artistes ne savent pas que ça existe même. Encore 95% du monde sont comme « Ah, c'est complètement capoté ». Mais il faut juste qu'il y ait une petite stratégie, un petit peu d'ambition du gouvernement, puis qui mettent l'argent, puis les casques ou quoi que ce soit où est-ce qu'il faut. Je vais suivre cette intervention-là en parlant un peu de ce qui est, en fait, de ce qui est privé, de ce qui est public. Mm-hmm. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, quand on parle de gouvernement, on a commencé cette discussion-là en parlant du fait qu'il n'y avait pas un métavers, il y avait des métavers, parce qu'en ce moment, c'est plutôt l'apanage de plusieurs entreprises privées qui se sont un peu accaparées ces territoires-là, qui les développent comme bon leur semble. Et bien sûr, quand on parle d'une entreprise privée, prenons Meta. Why not? Pourquoi pas? Le bien commun n'est pas nécessairement ce qui guide toutes les décisions qui sont prises par cette entreprise-là. Et on l'a bien vu avec la plateforme Facebook. À chaque fois qu'il y avait, par exemple, la désinformation qui était véhiculée à travers cette plateforme-là, tout le monde disait, mais comment peuvent-ils? Mais ils sont chez eux, n'est-ce pas? Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas un média. Et c'est un peu la même chose avec le métavers. Donc, quand il n'y a pas d'intervention publique, il n'y a pas d'encadrement. Et s'il n'y a pas d'encadrement, ben, on ne s'assure pas qu'il y ait un accès ouvert à tous, on ne s'assure pas qu'il y ait de l'équité, on ne s'assure pas qu'il y ait de la diversité, on s'assure de rien. Chaque entreprise privée veille à ses propres intérêts. Et je dirais que c'est un peu ça qui est le problème en ce moment, c'est que comme on l'a vu avec le web, avec cette balkanisation du web, donc avec, encore une fois, ces entreprises privées qui se sont accaparées un peu les principes de Tim Berners-Lee. C'est un peu la même chose en ce moment. Là, on est au balbutiement du métavers. C'est encore possible de renverser les choses, mais c'est encore un peu cette même mécanique-là qui est là. Donc, les gouvernements se placent un petit peu en observateurs et laissent les entreprises privées développer, ce qui est, à mon sens, un peu dangereux pour la suite des choses. Tout à fait. Pour rajouter rapidement, je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a deux versions du métavers. Un qui est fermé, qui est qui est créé par des entreprises privées dans le but de capturer la valeur pour eux. Et le métavers ouvert qui, lui, ne serait pas nécessairement contrôlé par une seule entreprise ou un consortium d'entreprises. Je pense que le métavers qui est fermé, lui, va ressembler beaucoup en termes de régulation à l'Internet parce qu'il va être régi par les mêmes entreprises qui régissent l'Internet de toute façon. Donc, le gouvernement va avoir un plus grand emprunt et un plus gros contrôle, je dirais, par pays, par opération, au niveau de la préservation du data, mais aussi de du taux d'imposition, par exemple, de ces entreprises-là et des règles qu'ils devront offrir à leurs utilisateurs. Alors que le métavers ouvert, lui, sera beaucoup plus dur à contrôler parce qu'il ne sera pas nécessairement contrôlé par une seule entreprise. Oui. Donc, à qui on s'adresse? Exact. Comme on perd ces frontières géographiques-là et physiques avec un métavers, si on n'a pas une entreprise à aller voir et dire « changez vos règles », là, ça devient très, très dur de jouer un rôle de police, si on veut, en termes de gouvernement. Ça a des pour et des contre. On les passera pour un autre jour. Mais je pense que c'est un peu... Si on vise ce Open Metaverse, ce métavers ouvert-là, alors le gouvernement devrait plutôt s'assurer de donner les ressources possibles aux développeurs, aux créateurs, d'opérer selon des règles conformes pour le bien de tous, plutôt que d'essayer de jouer la police sur quelque chose qu'ils ne pourront jamais contrôler. Oui. Puis, au fond, ce qui est particulier, puis vous l'avez souligné, Catherine, c'est que j'écoutais attentivement Yannick et tout ce que vous êtes en train de dire peut s'appliquer, merci beaucoup à vous, peut s'appliquer finalement à ce qu'on disait du web, puis de l'univers en ligne il y a quelques années, et qu'on dit encore d'ailleurs, maintenant qu'ils sont en train de déménager dans un métavers sur un plus gros serveur. Fait que donc, on se retrouve avec le même problème. Est-ce qu'on a
d'autres questions venant de la salle? Oui, bonjour. Merci pour votre panel. Tout ça est très intéressant. J'ai une petite question, en fait. Est-ce que les musées sont intéressés par les NFT? Est-ce qu'ils ont fait des démarches? Ou... Je peux y aller. Commencer à l'international, on a vu, je dirais, une dizaine d'instances de musées qui sont allés créer des collections d'NFT à partir des œuvres qu'ils avaient dans leurs expos permanentes ou dans les expos non présentées au public. C'est intéressant pour les musées en termes de modèle de financement futur, d'une façon de donner un sentiment d'appartenance aux collectionneurs et aux mécènes, d'avoir une partie des œuvres qui sont représentées et détenues par ces musées-là. Et ça ouvre définitivement les horizons en termes de développement du marché pour ces musées. Je pense qu'il y a un aspect éducatif qui est très intéressant au niveau du métavers pour les musées, aussi d'amener plus de gens à découvrir leurs expositions. Mais je dirais définitivement il y a une patience en termes de se lancer dans des grandes collections d'NFT, surtout de présenter de l'art numérique dans le musée qui serait un NFT, par exemple. C'est très poli, bravo. Oui, c'est pas le premier rodéo, je l'avais dit. Hein? Donc, je dirais ça s'en vient. Les musées au Québec, je peux dire, on regarde certains projets avec certains grands musées, mais le premier intérêt, c'est plus en termes de distribution par le métavers plutôt que le NFT. Ils le voient comme une étape future, une fois que ça sera mieux compris et plus stable et moins spéculatif. Donc, présentement, c'est comme une source de revenus autonomes, comme on dit dans les plans de financement, parce que j'écoutais parler, puis je repensais tout à l'heure à Catherine quand on parlait du financement. Les musées, en tout cas ici en général, ceux qui sont des musées publics, reçoivent énormément, une grande partie de leur budget en financement des États. Et ensuite, donc, ça devient, pour l'instant, je le vois, de la prudence que vous parlez à ce moment-là, c'est que ce bout-là devient une autre forme de création de revenus autonomes. Et j'ai comme un sentiment avec ce que vous avez dit, j'essaie de résumer ça, qu'il y aura peut-être aussi la dimension marketing. On parlait tout à l'heure d'une artiste dont l'œuvre est présentement au MAC et qui a aussi des NFT, si on veut, dans les diverses œuvres qu'elle offre. Il y aura peut-être... Je m'imagine encore, quand j'écrivais les textes au Musée des Beaux-Arts du Canada, dire cet artiste dont les NFT et les œuvres numériques sont publiées et achetées partout dans le monde, ça va devenir peut-être un critère aussi de nouveauté puis d'intérêt pour certains. Là. Je pense que ça peut être comme ça qu'on peut le voir. Oui, d'ouvrir, je dirais, la taille du marché accessible, communiquer avec des générations nouvelles qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller au musée. Oui, donc dans l'éducation, ça peut devenir aussi un facteur intéressant. Un premier pas vers la compréhension des œuvres qu'on pourra par la suite retrouver physiquement au musée. Oui, je pense que ça va ouvrir plusieurs portes intéressantes en termes de modèles d'affaires et de modèles de financement pour les musées garantis. Oui, bien écoute, je le voyais bien en vous entendant parler comme modèle, justement, là, atelier d'éducation dans les musées, puis etc. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça répond à votre question? Oui. Puis, on peut peut-être dire, je pense qu'aussi les musées ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire une version virtuelle de leur espace, puis je dirais aussi que ça ne devrait pas ressembler à leur espace. Je pense que c'est un moment, une opportunité vraiment créative de dire, un peu comme créer un site web. Tu ne dis pas, OK, on va mettre une colonne là, etc. Tu dis, qu'est-ce que c'est l'esprit de ma compagnie? Qu'est-ce que c'est l'esprit de ce qu'on essaie de faire culturellement, puis de remettre ça en espace ou en relation, puis tu n'as pas besoin d'avoir de salle de bain, de corridor qui va comme un janitor room ou quoi que ce soit, ou la salle mécanique. Tu n'as pas besoin de reproduire le plan de ton édifice, finalement. C'est ça. Puis en fait, vu que tu as comme le web. Limite, tu peux vraiment aller fou. Là, tu peux vraiment faire l'architecture peut devenir de l'art, etc. Mais je pense que c'est ça. Il y a ce potentiel-là, justement, dont tu sembles travailler dessus. Où est-ce que les organismes culturels, que ce soit des galeries ou que ce soit des musées, ont tout d'un coup la chance de faire un environnement complètement magique à des coûts minimes et non limités par la réalité ou les limitations physiques ou les matériaux ou les coûts environnementaux, etc. Donc, on pense même, je pensais au Centre Phi quand on a vu des expositions comme celle qui portait sur l'espace. Pardonnez-moi, j'oublie temporairement le nom, là, ça vous dit quelque chose. Donc, on avait des corridors de lumière, etc. Fait qu'on peut aller dans ce sens-là puis avoir une œuvre, finalement, dans le musée lui-même. Le musée devient une œuvre en tant que telle dans le métavers. Oui, absolument.
Oui, mais écoute, on commence à mieux saisir qu'est-ce qu'on va faire avec ce métavers-là. Écoutez, je vous remercie tout le monde. Je remercie Catherine Mathis, qui est prof invitée à l'École des médias. Je suis familière, prof, j'ai même pas dit le mot complet. Yannick Folla, avec donc Zero X Society. Et bien sûr, Samuel Brassard-Arsenault, commissaire, parce que maintenant, il va y avoir des commissaires dans le métavers et vous en êtes un. Alors voilà, je vous remercie tous les trois et je remercie aussi évidemment les gens qui nous ont invités aujourd'hui pour la Foire Papier, l'Association des galeries d'art qui s'est occupée d'organiser tout ça pour nous.